Alors, toujours dans la programmation orientée objet avec Java, d'accord. Donc, nous avons déjà fait un ensemble de concepts, à savoir le concept qui s'intéresse au traitement de classe objet et encapsulation. Donc, aujourd'hui, on va essayer de mettre en place une première application, mais une première version. C'est-à-dire, cette application-là, on va essayer de la faire évoluer à chaque fois en ajoutant d'autres concepts, d'accord? Soit dans la partie de modélisation ou bien soit dans la partie architecture. Donc c'est ça l'objectif de ce cours-là. Alors dans un premier temps, on rappelle que les principaux concepts de la programmation orientée objet sont le concept de classe objet, encapsulation, héritage et polymorphisme. Par contre, nous sommes toujours dans le concept de classe et objet, d'accord? Alors, dans le concept classe et objet, nous avons vu un ensemble d'éléments, à savoir le concept d'objet, classe, package, attribut, constructeur et objet. De toute façon, le constructeur, il permet de créer des objets. C'est obligatoire de mettre en place un constructeur. Et aussi le concept de méthode pour assurer la communication entre les différentes classes. On a vu aussi l'importance de surcharge de méthode pour améliorer la qualité de communication de chaque méthode ou bien même de constructeur. L'objet courant et ainsi de suite, jusqu'à l'encapsulation, en faisant appel à un concept de visibilité des éléments, c'est pour ne pas casser ce qu'on appelle les règles de gestion, bien les règles d'intégrité les règles de gestion, d'accord? On a vu aussi le rôle de getter et setter qui permettent de faciliter l'accès, soit en termes de accès ou bien en termes de modification, c'est-à-dire les accesseurs et limitateurs. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir les choses autrement. On va essayer surtout d'essayer. Nous avons déjà travaillé avec le concept classe-objet, mais tout presque réalisé dans le même programme ION main, c'est-à-dire pour mettre en place un scénario d'exécution. Par contre, aujourd'hui, on va essayer de séparer. Alors en général, de toute façon, on a un utilisateur qui va utiliser une application et cette application-là, elle peut interroger une base de données, soit récupérer des données, soit ajouter des données, soit supprimer, soit modifier. Alors, c'est pour cela, notre application a plusieurs modules, d'accord? Donc, elle doit assurer un ensemble de fonctionnalités, par exemple, la gestion des utilisateurs. Dans l'application de gestion d'un magasin, on va trouver la gestion des utilisateurs, la gestion des catalogues, la gestion des clients et la gestion des ventes, d'accord? Donc, pour moi, si on arrive à développer un module correctement, comme il faut, donc, pour le reste, c'est pratiquement la même chose, sauf c'est les données qui vont changer. Mais l'architecture va rester la même, les principes vont rester la même, juste les données qui vont changer. Alors, nous, on va se focaliser sur la gestion des catalogues, c'est-à-dire qu'on a une seule classe, c'est une classe produit. Par la suite, on va voir. Alors, en général, pour mettre en une application, il y a un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire c'est pas suffisant de mettre en place l'application, c'est pas ça l'objectif, mais comment la mettre en place. C'est-à-dire quelles sont les exigences d'une application. De toute façon, les exigences, elles doivent répondre aux besoins, ça c'est obligatoire. Sinon, c'est pas la peine de l'utiliser si elle répond pas aux besoins. C'est-à-dire la première exigence, c'est sa capacité fonctionnelle. Elle doit fonctionner de manière correcte. Elle doit répondre aux besoins de l'utilisateur de manière correcte. Alors, le deuxième facteur de qualité, c'est la capacité de maintenance. C'est-à-dire, si je souhaite changer quelque chose, alors ce n'est pas la peine de faire beaucoup d'efforts pour faire ce changement. Mais normalement, je dois avoir des mécanismes simples à utiliser pour réduire le coût, les délais, et ainsi de suite. Donc, je dois avoir ce qu'on appelle une maintenabilité facile. Je peux avoir autres facteurs de qualité. Mais jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux facteurs, soit la capacité fonctionnelle ou bien la capacité de maintenance. Alors, pour ceci, nous allons essayer dans un premier temps, c'est-à-dire de diviser notre application en plusieurs modules, c'est-à-dire faire un développement modulaire. D'accord? À savoir, on a un ensemble de modules, donc le principe de diviser pour régner. Chaque module, je vais le faire à part, et c'est-à-dire à chaque fois bénéficier de l'expérience de réalisation d'un module précédent. C'est-à-dire tous les problèmes que j'avais déjà rencontrés pour la réalisation d'un module, et surtout les contraintes techniques, à ce moment-là, c'est-à-dire après, si je souhaite développer les autres modules, je vais certainement pas trouver de problème parce que j'ai déjà annulé tous les problèmes techniques dans la première phase. Donc ça, ce qu'on appelle normalement dans l'ingénierie logicielle le développement incrémental.
itératif incrémental. Ça, c'est une méthodologie de travail pour la réalisation des logiciels. Alors, en général, on fait appel aussi à un processus de développement, c'est-à-dire pour chaque module, on va mettre un processus. C'est quoi un processus? Il va mettre en place un cycle de vie de développement, c'est-à-dire quelles sont les étapes à suivre pour réaliser ce logiciel. Donc le processus de développement, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'identifier les étapes à suivre pour réaliser l'application. Parce que l'application ne se résume pas à une seule étape qui est le codage. Je ne vais pas commencer par coder directement sans faire des choses avant le codage. C'est-à-dire il y en a des étapes, soit avant l'écriture de code, l'étape d'écriture de code et étape après l'écriture de code. Donc ça, c'est en général, j'ai 3 phases, avant, pendant et après. Alors, les principales étapes de chaque phase, si vous voulez dire, pour avant l'écriture de code, j'ai plusieurs étapes. Je peux avoir autres, mais moi, j'ai essayé de mettre les plus importantes. Alors, pour l'étape 1, spécification des besoins, c'est-à-dire il faut discuter avec l'utilisateur, il a besoin de faire quoi dans l'application, c'est-à-dire l'application, quel est l'objectif de cette application, qu'est-ce qu'elle doit réaliser, qu'est-ce qu'elle doit faire, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de spécification de besoins. La deuxième étape, une fois spécifié le besoin, je vais les analyser, c'est-à-dire faire autre chose, d'accord? Et l'étape 3, c'est la conception de l'application. À ce moment-là, une fois j'ai les besoins, je sais de quoi il s'agit, à ce moment-là, je vais concevoir mon application. Et ces étapes-là, en général, on travaille avec le langage de notation UML. Pourquoi? Parce que dans chaque étape, je vais mettre en place un ou bien plusieurs diagrammes. Par exemple, ici, on va voir dans la spécification de besoin, on va voir c'est-à-dire qu'on va mettre en place ce qu'on appelle le diagramme de cas d'utilisation. C'est un schéma qui exprime les besoins. Dans la deuxième étape, c'est-à-dire l'analyse des besoins, c'est-à-dire on va répondre à la question qu'est-ce qu'on va traiter? Quoi? Il s'agit de quoi? Donc un produit, un client, le produit il est défini par quoi? Par un code, par une désignation, par un prix, par une catégorie, et ainsi de suite. Donc ici c'est l'analyse des besoins. Et la conception de besoins, elle va répondre à la question comment? Comment je vais réaliser cette application? En utilisant quelle technologie? Parce que jusqu'à maintenant, l'étape 1 et l'étape 2, je suis indépendant de toute technologie, soit Java, soit .NET, soit PHP, soit autre. Par contre, ici, à l'étape 3, j'ai commencé à dire comment je vais réaliser ce besoin. Est-ce que c'est une application web? Est-ce que c'est une application mobile? Ainsi de suite. Parce qu'à ce moment-là, je vais intégrer ce qu'on appelle les contraintes techniques. Donc ça, c'est indépendamment des technologies. Et ici, je dépends de la technologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais utiliser pour réaliser mon application. Donc dans ces phases-là, on va utiliser la notation UML pour représenter graphiquement les différents diagrammes. Donc l'étape d'écriture de code, donc je vais tout simplement traduire parce que ici, dans l'étape de conception de l'application, je vais mettre en place ce qu'on appelle un diagramme de classe de conception qui combine à la fois un diagramme de classe d'analyse et c'est-à-dire les contraintes techniques, soit des frameworks, soit Swing, soit Spring, soit autre. D'accord? Donc ici, je vais faire appel à autre contraintes techniques. Donc il s'agit d'un diagramme de classe de conception. Dans l'écriture de code, tout simplement, si j'ai une bonne conception, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire pour obtenir du code. D'accord? Alors, il s'agit de code Java. Et après, normalement, une fois écrit le code, pour ce module-là qu'on est en train de traiter, il faut faire ce qu'on appelle les tests. Est-ce que techniquement, la partie technique et la partie analyse, combinées, elle répond exactement aux besoins? Donc ici, dans le module de gestion, c'est-à-dire je vais maintenant détailler le module de gestion. Pourquoi? Je suis dans cette étape-là, pour spécifier les besoins. D'accord? Alors pour ceci, on va dire, pour le module de gestion de catalogue, j'ai besoin de quoi? Un produit déjà, je dois définir le contexte dans lequel je suis. D'accord? Donc un produit est défini par un code, une désignation et un prix. Donc, dans un premier temps, j'ai pris les choses, c'est-à-dire j'ai pris un simple exemple, un produit qui a des informations. Alors, le module à réaliser doit permettre créer un produit, afficher la liste des produits, supprimer un produit, modifier un produit. C'est le besoin d'un client. D'accord? Alors, si je souhaite mettre en place un deuxième module 2, gestion des clients. Un client est défini par un nom, un prénom, une adresse. Le module à réaliser doit permettre créer un client, afficher la liste des clients, supprimer un client, modifier un client. D'accord?
et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je vais répéter les mêmes étapes. Alors la première étape, c'est la spécification de besoin. On a dit qu'il s'agit de la phase de modélisation. Donc je vais utiliser le langage UML c'est-à-dire pour mettre en place des schémas qui sont simples à interpréter. Donc au lieu d'utiliser un long texte, d'accord, donc je préfère résumer ce texte-là sous forme de schéma. Donc le premier schéma à mettre en place, c'est un diagramme de cas d'utilisation qui va mettre en place un résumé pour l'ensemble des besoins. Et ce résumé-là, il doit être directement interprétable. Donc on doit avoir un langage de modélisation. Donc ici, ce diagramme, donc pour représenter graphiquement ces besoins-là, on utilise le diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme de UML, c'est un diagramme qui fait partie des diagrammes UML, montre les services à réaliser par l'application. C'est-à-dire déjà l'application, les éléments de ce diagramme-là, il a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le nom de l'application. Ici, j'ai un rectangle, d'accord, dans lequel j'ai les services à réaliser par l'application. Et la première des choses, il s'agit d'un nom de l'application. Donc, système de gestion de catalogue. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit permettre, ce système-là? Il doit permettre à un utilisateur de créer un produit, de permettre à un utilisateur de modifier un produit, de permettre à un utilisateur de supprimer un produit et d'afficher des produits. Donc nous, dans cette application-là, pour simplifier encore, nous allons mettre en place la création du produit et l'affichage des produits. D'accord? Jusqu'à maintenant, nous avons la première étape, nous avons mis en place un diagramme de cas d'utilisation pour exprimer les besoins. Alors la deuxième phase, on doit pour chaque besoin, par exemple pour chaque besoin créer un produit, je dois poser la question comment? Qu'est-ce que je dois avoir comme résultat? Quelle est l'interface graphique? C'est-à-dire la partie IHM. Donc, pour créer un produit, en général, s'il s'agit d'une application évoluée, je vais mettre ici une interface. Par exemple, ça, c'est une interface web. D'accord? Par contre, nous, on va se limiter dans un premier temps à des interfaces console. Donc, s'il s'agit d'une application web, alors pour créer un produit, voilà le formulaire nécessaire pour créer un produit. Pour la liste des produits, voilà l'affichage de la liste des produits. Pour supprimer un produit, j'ai mis ici des icônes. Voilà, pour chaque ligne, je peux supprimer et je peux éditer pour retomber ici et mettre à jour le produit. Donc ça, c'est qu'est-ce que je vais avoir comme résultat. Pour chaque, bien sûr, pour chaque besoin. Le premier besoin, créer un produit ici, afficher la liste, c'est le deuxième besoin. Nous, on va utiliser une application console. Donc pour l'affichage des listes, des produits, on va faire un résultat de telle forme. D'accord? Alors, ça, c'est quel est le résultat pour chaque besoin. Maintenant, pour chaque besoin, je dois dire quoi et comment. D'accord? Quoi et comment. C'est-à-dire, je vais combiner des spécifications techniques pour répondre à la question comment. D'accord? Comment, techniquement. Et quoi, d'accord, c'est les besoins fonctionnels. D'accord? Alors, pour réaliser un besoin, par exemple, créer un produit ou bien afficher la liste des produits, il faut définir les spécifications fonctionnelles, le quoi, et les spécifications techniques, le comment. D'accord? Alors, le quoi, il permet de définir les données à gérer. Par exemple, c'est quoi un produit? Un produit, c'est un code, c'est une désignation, c'est un prix. Un client, c'est un code, c'est un nom, c'est un prénom, c'est un téléphone, et ainsi de suite. La définition de ces données-là donne lieu à un diagramme de classe d'analyse. D'accord? Par exemple, ici, c'est un diagramme de classe parce que mon problème, il est simple. J'ai un diagramme de classe qui est composé d'une seule classe. Donc ça, c'est un diagramme de classe qui représente le comment. Mais c'est un diagramme de classe indépendant des contraintes techniques. Donc il s'agit d'un diagramme de classe d'analyse. D'accord? Donc le produit représente quoi exactement? Il y a une entité qui va s'appeler produit, il a un code, une désignation et un prix. Et il a des méthodes, des constructeurs et des getters et des setters et ainsi de suite, pour donner lieu à des instances, à des objets. Alors, ça c'est l'exemple. L'exemple, le produit est défini par un code, désignation et prix. Et par la suite, il faut, pour réaliser le besoin, il faut répondre à la question comment réaliser ce besoin-là. C'est-à-dire définir et décrire les éléments à utiliser pour réaliser le besoin, par exemple, créer produit et afficher la liste des produits. Exemple, à partir de la console, c'est-à-dire maintenant comment? En utilisant application console. D'accord? L'utilisateur saisit les données d'un produit, puis l'enregistrer sur la base de données. Donc ici, j'ai combien de choses techniques? Les vues sont sur la partie console et je dois utiliser une base de données. Donc deux contraintes techniques qui sont à utiliser.
Alors nous, on a la partie fonctionnelle, on a la partie IHM qui est, pour simplifier, dans un premier temps, on va utiliser l'application console, et on a la partie de données, ou bien de service, on va l'appeler, et qui doit interroger la base de données. D'accord? Donc maintenant, c'est-à-dire on sait déjà comment créer un programme informatique en Java qui peut créer des instances et l'afficher à l'écran. D'accord? Jusqu'à maintenant, on sait faire ça. Par contre, maintenant, nous allons, au lieu de faire une seule couche, la couche console, on va essayer d'intégrer une autre couche, dite couche de service. D'accord? Donc, le main, on le connaît déjà. Maintenant, on va faire intégrer cette nouvelle couche qui est la couche des services. D'accord? C'est comme si on a divisé en deux couches maintenant. Au lieu d'utiliser seulement ça pour traiter les produits, je vais intégrer une autre couche. Donc, j'ai intégré une autre chose, un autre composant qui va communiquer avec tout le reste des composants pour assurer un besoin. D'accord? Alors, la couche du service, c'est quoi? Dans cette couche, on va réaliser les besoins. C'est-à-dire, on doit avoir la possibilité d'ajouter un produit, afficher la liste des produits. Si vous avez remarqué ici, dans la couche service, je parle quoi? Je parle service, je parle métier, je parle exactement le même langage que le client. C'est-à-dire, mon application doit faire quoi? Doit ajouter un produit, doit afficher la liste des produits. J'ai aucune chose technique et j'ai aucune chose fonctionnelle. D'accord? Par contre, j'ai le produit. D'accord? Alors, cette couche interroge la base de données. On va utiliser une base de données mémoire dans un premier temps, mais par la suite, on va utiliser une base de données MySQL. Donc, la base de données mémoire, c'est-à-dire tout simplement créer une collection de produits. À chaque fois, ajouter dedans un produit, supprimer un produit, afficher la liste des produits, et ainsi de suite. Pour initialiser la base de données, nous allons créer un ensemble de produits et les ajouter à la fin, à la liste, une fois utilisé la couche service. Donc, on va mettre en place un scénario d'exécution qui va permettre de créer des produits et les ajouter à la liste. C'est ça notre scénario d'exécution. Alors, l'initialisation de la liste des produits se fait dans le constructeur, c'est-à-dire, je réponds à comment, c'est-à-dire, c'est quoi ma base de données. En général, la base de données, si tu vas éteindre la machine, les données sont toujours enregistrées sur la base de données. Par contre, ici, nous, puisque nous allons utiliser une mémoire locale, sur la RAM, à chaque fois on éteint la machine ou bien on quitte l'application, c'est bon, les produits sont disparus. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser tout simplement une base de données mémoire qui a une existence physique pendant l'exécution de l'application. Si on termine l'application, ces données vont disparaître. Donc, pour garder toujours des données dans mémoire, donc une fois faire appel à produit-service, je vais faire une initialisation de produits. Je vais créer un ensemble de produits et les ajouter à la mémoire. D'accord? Comme ça, j'ai déjà des données initialement. D'accord? Alors, c'est ça le rôle de la couche de service. Alors, dans la couche de présentation, cette couche définit les interactions avec l'utilisateur. S'il s'agit d'une application web, donc je vais assurer l'interaction avec l'utilisateur. S'il s'agit d'une application, par exemple, Swing, en utilisant les interfaces graphiques de Java, ou bien JavaFX, donc on va assurer les interactions avec l'utilisateur. Par exemple, demander à l'utilisateur de saisir les informations du produit, si je vais utiliser une application console, à travers la classe scanner, pour donner la possibilité à l'utilisateur de saisir un code, de saisir une désignation, de saisir un prix. Et une fois ces informations sont saisies, je vais créer un produit et l'enregistrer dans la base. Pour cette couche-là, utilise des services offerts par la couche de produit, de service, parce que cette couche-là, elle va communiquer avec cette couche. Et cette couche, elle va communiquer avec la base de données, tout en utilisant des entités qui s'appellent produits. Alors là, maintenant, pour tester l'application, nous allons faire le scénario suivant. Créer un produit, d'accord, par exemple ça, et afficher la liste. Sachant que j'ai déjà autre produit dans l'initialisation, et je vais ajouter ce produit-là et afficher toute la liste. D'accord? Donc je vais, dans cette couche-là, on va mettre en place un programme qui a le main. Donc jusqu'à maintenant, c'est bon parce que je suis en train d'enregistrer les vidéos concernant ça. Donc